Bonsoir mes amis de la Tour de Babel. Aujourd'hui, on est vraiment heureux parce qu'on a un invité merveilleux. On est ici ce jour avec Monsieur Colin Chabot. Il est un artiste, peintre, maître de peinture, écrivain, un homme fantastique qui a voyagé par le monde et qui a une grande expérience et une vie qu'on doit connaître. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. OK. Qui est Colin Chabot? Parlez-moi un petit peu de votre enfance, Monsieur Chabot. OK. On va commencer en disant simplement que je m'appelle Colin Christian Chabot. Parfois, j'utilise mon deuxième prénom, Christian, que je trouve joli. J'ai 63 ans. En ce moment, je suis professeur de peinture, principalement dans des centres communautaires. Mais maintenant que j'ai 63 ans, j'ai enseigné pendant 14 ans dans le domaine de la peinture, mais surtout dans les centres communautaires. Mais depuis 2 ans, j'ai ralenti parce qu'il me reste 1 an et je vais avoir ma pension à 65 ans. Donc, j'ai ralenti un peu. Mais j'ai une vie un peu... Oui, c'est vrai que c'est une vie un peu extraordinaire, tandis que moi, je la considère comme ordinaire. Mon origine, je suis né dans un tout petit village. Perdu dans la Beauce, près de la ville de Montmagny. Et ma famille, nous sommes 10 enfants. 5 garçons, 5 filles. Je suis le 9e de la famille, le plus jeune des garçons. Et à l'âge de 4 ans, il faut dire, première chose un peu originale, mon père était chef de gare. Donc, chef de gare dans une station de chemin de fer. Et à l'époque, dans les petits villages, la famille vivait dans la gare. Donc, je suis né dans une gare, avec les trains, les passagers, les colis. Et à l'âge de 4 ans, mes parents ont déménagé dans une autre gare qui est à Saint-Cyril de Wendover, qui est près de Drummondville, à 5 km de Drummondville. Et là, c'est une gare immense, c'est-à-dire c'est une gare de 3 étages avec des plafonds de 10 pieds de haut. Juste la chambre des enfants, des garçons, il y avait 3 lits doubles, 2 commodes, et nous pouvions jouer à la cachette seulement dans la pièce. Wow! C'était immense. En même temps, c'était immense, mais en même temps, c'était épeurant, parce que le soir, quand on allait se coucher, c'était les murs craquaient, les plafonds étaient hauts, il y avait un grenier immense, et c'était comme un château hanté un peu. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que je viens d'une famille un peu d'artistes, dans le sens que mes parents, ma mère était couturière, elle faisait aussi de la peinture, elle était très bonne artistiquement. Et mon père, il faut dire que mon père vivait dans la gare. Donc, on vivait dans la gare. Il y avait quand j'étais jeune, à l'âge de 4-5 ans, déjà les gares dans les petits villages étaient en déclin. Donc, il n'y avait plus vraiment de passagers qui embarquaient. Il y avait juste les colis. Et mon père avait peut-être 2-3 télégrammes à livrer par jour. C'était tout. Donc, mon père était... Je faisais des farces quand j'étais jeune. Je disais, moi, plus tard, je vais faire comme mon père. Rien. Parce que je voyais mon père toute la journée dormir, lire son journal. Alors, pour moi, c'était la vraie vie. Mais mon père achetait quand même des maisons, et il les rénovait. Donc, très jeune, j'ai appris à rénover toutes choses. Donc, je me suis débrouillé dans ma vie grâce à mon père, parce que j'ai appris à faire de la menuiserie, du plâtrage, l'électricité. Il n'y a rien que je ne sais pas faire dans une maison. Ce qui fait que ma vie d'artiste, quand j'ai eu des périodes plus difficiles, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'avoir 2 mains et 2 bras habiles. Alors, je suis né dans une genre de famille comme ça. Donc, mon père était bricoleur, patenteux aussi. Il aimait inventer des choses, bricoler des choses. Et mon père et ma mère nous laissaient faire ce qu'on voulait. Donc, on pouvait faire ce qu'on veut. Il n'y avait pas un exemple. Ma mère pouvait mettre dans une boîte des tissus pour qu'on puisse faire de la couture, si on voulait. Et mon père, il y avait une boîte avec du bois, des outils. Et c'était, allez-y, prenez ce que vous voulez. Et c'est pas parce que tu es un garçon que tu peux pas faire la couture, ou c'est pas parce que tu es une fille que tu peux pas faire la menuiserie. Donc, chez nous, très jeune, j'étais habitué à pas avoir de limites. Donc, être très libre. Des fois, je dis souvent aux gens, j'aurais aimé avoir des parents un peu plus directionnels, parce que chez nous, on faisait ce qu'on voulait. C'était nous-mêmes qui décidions ce qu'on voulait faire, puis ce qui était bien, puis ce qui n'était pas bien.
Donc, j'ai eu une enfance, on peut dire, assez heureuse. Fantastique. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais autant j'aimais être à la maison, bricoler, inventer, autant quand j'allais à l'école, je trouvais que c'était un univers qui, non. J'aimais pas l'école, c'était un univers trop sévère, trop strict, et qui n'encourageait pas la créativité. Et moi, j'étais quelqu'un qui aimait créer, faire des choses, écrire et tout ça. Et dessiner, et faire des bricolages. Donc, j'avais hâte de rentrer chez moi pour faire entièrement ce que je voulais. Dans cette immense maison, à 3 étages, on avait tellement d'espace qu'on pouvait s'isoler tout seul et faire ce qu'on voulait. Et combien de personnes habitaient dans la région? Il y Dans le- avait beaucoup de choses, vous savez, à l'école. C'était un petit village qui était à 5 km de Drummondville, donc un village assez tranquille. Mais mon père était chef de gare, donc c'était avec le médecin, le notaire, le marchand général, c'était quand même une personne importante. Donc on était respecté dans ce village-là, comme étant une famille importante pour un petit village. Et comment était l'école là-bas avec les enfants, avec beaucoup d'enfants? Comment était la vie à la campagne dans cette année-là? Dans ces années-là, moi, ce que je peux reprocher, c'est qu'à l'époque, dans ces petits villages-là, l'éducation était mise entre les mains de personnes particulières. Donc, à l'école où j'allais quand j'étais jeune, c'était une école un peu sévère. La directrice était très sévère et moi, j'étais intouchable à cause que mon père était important. Mais j'aimais pas l'école parce que c'était un milieu que je trouvais strict, qui encourageait pas la créativité. Déjà, à l'époque, j'écrivais. Et quand on me demandait d'écrire une rédaction, j'étais déjà un peu, qu'on peut dire, flyé. Dans le sens que, je vais donner un exemple, ça va vous donner l'idée un peu de comment j'étais jeune. La maîtresse pouvait nous demander d'écrire une rédaction sur un sport qu'on pratique. Bon, la plupart des autres enfants écrivaient sur le hockey. Moi, je joue au hockey, j'ai tel vêtement, j'ai des gants. Mes parents m'amènent une fois par semaine faire du hockey. Moi, j'écrivais un texte sur le ski, que je ne pratiquais pas du tout. Et tout le texte était simplement la sensation d'ivresse de descendre une pente en ski, avec tous les effets des sens, du vent, du froid et de la sensation de descendre rapidement. Tout le texte ne décrivait pas les vêtements, ne décrivait pas du tout le sport, décrivait que le plaisir de descendre une pente en ski. Et j'avais 7 ans, 8 ans, et j'écrivais déjà des textes que quand la maîtresse disait ça, OK, d'accord, OK. Spécial. Donc j'étais un peu déjà étrange quand j'étais jeune. Vous avez 9 des frères et des sœurs. Oui. Vous, c'était les Le plus grands, 9e, les 9e, l'avant-dernier. presque les derniers. Presque le bébé, j'ai une sœur après moi. Déjà, quand j'étais jeune, mes grands frères et mes grandes sœurs étaient déjà partis dans les pensionnaires. Ma mère a eu 6 enfants. Elle a fait une fausse couche et elle a eu les 4 derniers, qui est 3 garçons, une fille. Et moi, j'ai été élevé avec les 4 derniers. Ce qui fait que je n'ai pas très connu les plus vieux. Chez moi, c'était tous dans des pensionnaires. Ils sortaient peut-être 3 fois par année, Noël, Pâques et pour l'été. Alors, je n'ai pas très connu mais quand j'étais bébé, c'est souvent mes grandes sœurs qui s'occupaient de moi ou qui jouaient à la poupée avec moi. Comme j'étais le plus jeune, alors mes grandes sœurs, c'est eux autres qui ont joué un peu comme mère, parce que ma mère, elle était, comment dire, ma mère était un peu une femme rêveuse, bohème. Alors pour elle, les enfants, tu sais, elle était un petit peu, c'est ça, elle était un peu à côté de l'univers des enfants. Elle s'en occupait, mais c'est surtout mes sœurs les plus grandes qui se sont occupées de moi quand j'étais tout petit. Fantastique. Alors, votre vie était la vie d'un enfant normal, plein de joie, plein d'activités, très heureux, avec une belle famille. Ouais. Oui, chez nous, comment dire, premièrement, il n'y avait pas d'heure pour aller se coucher. Ma mère ne nous criait pas. Quand on jouait dehors, elle ne nous criait pas. Venez rentrer, il est tard, allez vous coucher. Non. Elle disait, quand ils vont être fatigués, ils vont rentrer se coucher. Et c'est apparu la même chose.
Quand une de mes sœurs voulait partir en scooter et faire le tour de la Gaspésie à 17 ans, OK, tu veux aller là? Bon voyage. Un de mes frères, à 18 ans, est parti pendant 1 an et a fait tout le tour de l'Amérique du Sud en camionnette avec un de ses amis. Il avait, je pense, à peu près 18 ans. Ils sont partis à deux, 1 an de temps, 1 an, et ont fait tout l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, en camionnette. Et c'était, OK, tu veux faire ça? Bravo. Moi, à 16 ans, 17 ans, quand j'ai voulu faire mes premières expositions de peinture, déjà à 18 ans, je faisais mes premières expositions, encore là, OK, tu veux faire de la peinture? OK. Tu veux exposer? Bon, ben, on va t'aider à transporter tes tableaux en auto, en camion. Voyez-vous, c'était chez nous, c'était... Tu fais ce que tu veux, puis on n'est pas là pour dire ça se fait pas, ou ça, c'est un métier pas payant, ça, non, tu sais, ou un garçon fait pas ça, une fille fait pas ça. Non, non, c'était assez... Mais il faut dire aussi que tous mes frères et sœurs ont voyagé à travers le monde. Parce que j'ai une sœur qui travaillait pour Air Canada et qui permettait à toute la famille, donc ma famille très jeune, on entendait parler de tous les pays, que ce soit de l'Afrique à la Chine, de la Thaïlande, à la Turquie. On avait des informations. Moi, quand j'étais jeune, on voyait des films pris par mes sœurs qui venaient de toutes les parties du monde. Et mes sœurs sortaient avec d'autres races que des Québécois. Donc, un Allemand, un Juif, un Italien, un Thaïlandais. Chez nous, on envoyait de toutes les couleurs. Donc, ça faisait un milieu assez ouvert. Oui, oui. Chez nous, il n'y avait pas beaucoup de préjugés envers quoi que ce soit. Tu pouvais exprimer ce que tu avais à dire, puis c'est pas parce que tu es plus jeune que tu dois faire attention à ce que tu dis. La seule chose que je peux dire, c'est que mon père était un petit peu, une mentalité un peu ancienne, dans le sens que quand il donnait son opinion, il fallait pas trop lui répliquer. Il y avait un petit côté bourru, mais de là nous empêcher de faire ce qu'on voulait, non. Non. Il n'y avait pas de cadre à respecter dans la famille, mais mon père était un peu l'ancien modèle que le père, quand il parle, c'est la parole après Dieu. Mais on était trop fendants chez nous pour pas se moquer de ça un peu. Quand mon père voulait, ce que je dis, c'est la vérité, nous, on s'amusait à le taquiner. C'est un côté, ouais. Alors, votre enfance, votre vie, c'est une vie ordinaire. Oui. Mais, quand vous étiez petite, il y avait un succès extraordinaire qui a changé votre vie. Qu'est-ce qu'il y a passé? Disons que quand nous avons déménagé à Saint-Cérine de Wendover, et j'avais 4 ans, ce que j'ai appris cet été, et que je m'en doutais depuis toujours, c'est que j'ai été enlevé par des extraterrestres à partir de l'âge de 4 ans. Mais je vais raconter avant comment, parce que je l'ai su vraiment officiellement, entre guillemets, par une série d'expériences sous hypnose que j'ai fait cet été. Je vais commencer par le début. Quand j'étais jeune, malgré un milieu familial très ouvert, comme j'étais le plus jeune de la famille, j'étais un des premiers qui allait se coucher le soir. Et chez nous, il y avait un rideau qui séparait la moitié de l'escalier. Et l'autre côté de ce rideau, je me retrouvais au 2e étage dans le noir total. Et à partir de ce moment-là, j'avais vraiment une panique, mais une panique viscérale, une peur qui m'envahissait, qui fait que je courais au bout du corridor pour allumer une veilleuse. À partir de ça, je courais pour aller barrer le grenier, vérifier que le grenier est bien barré. Et là, j'allais me coucher dans mon lit et je me mettais sous toutes les couvertures. Et j'avais une peur. Une peur indéfinissable. Je respirais qu'avec un petit trou dans les draps. Souvent, je repliais les draps sous moi pour qu'aucune main puisse passer en dessous. Et souvent même, je respirais avec un petit tuyau de carton, de papier de toilette pour respirer. Et c'est ça. Et c'était tous les soirs. Mais surtout quand j'allais me coucher, il faisait déjà noir, surtout l'hiver. Et c'était tous les soirs. Et ce qui était très étrange, c'est que je me réveillais toujours vers 4 h, 5 h du matin et je descendais en bas, seul. Et là, je déjeunais seul, je faisais mes devoirs.
Et je passais de 4 heures, 5 heures du matin jusqu'à l'heure que mes parents se levaient, à 7 heures, je passais seul. C'est sûr que j'ai appris que les enlèvements des extraterrestres se font toujours vers 3 heures, entre 1 heure et 3 heures du matin. Bon, c'est un premier phénomène que j'ai trouvé ça. Et ça, c'est mon enfance. Mon enfance, c'est une peur panique de monstres qui sont sous mon lit, ou qui se cachent dans les garde-robes. Et c'est une peur panique. C'est dur à dire. On peut avoir peur des fantômes, ou avoir peur du noir quand on est jeune, mais aussi intense, non, je pense pas. Mais j'ai grandi, et vers 12-13 ans, j'étais quand même assez solitaire. Je n'aimais pas l'école, je fréquentais quelques enfants, mais pas beaucoup. Et à l'âge de 13-14 ans, je me sentais vraiment comme... Moi, ce qui me donne comme feeling, c'est... Je viens pas de la Terre. Je suis sur la mauvaise planète. Il y a quelqu'un qui m'a forcé à venir ici, puis je ne voulais pas. C'était imprécis dans ma tête, mais ça commençait à me travailler. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai décidé, peut-être parce qu'à 15 ans, j'étais quelqu'un, comme je dis, qui était angoissé, un peu dépressif, solitaire, et qui me sentait là, vraiment mal dans ma peau, puis mal sur la terre. J'ai décidé, j'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo, puis j'ai commencé à écrire. À 15 ans, j'avais 15 ans. Au début, c'était des poèmes. Bon, tout le monde écrit des poèmes, souvent adolescent. Mais moi, mes poèmes, c'était des textes. C'était pas un enfant qui parlait. C'était un adulte qui est très vieux et qui raconte comment il se sent mal sur la terre, qu'il vit depuis très longtemps et qu'il a vécu beaucoup d'expériences qui l'ont traumatisé et qu'il aimerait repartir d'ici. C'était ça le résumé. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai un frère qui avait un studio de publicité, un petit studio d'impression, et j'ai réuni une centaine de mes poèmes que j'avais écrits entre 15 et 17 ans. J'ai pris une centaine de mes poèmes, je les ai réunis dans un petit livre que j'ai fait imprimer par mon frère, et je l'ai appelé Prisonnier d'un monde. Et j'avais 17 ans. Donc, c'était vraiment très intense pour moi. À 18 ans, j'ai commencé à faire mes expositions, OK, dans les cégeps, dans les bibliothèques, dans les centres culturels, les caisses populaires. Et j'ai commencé à écrire des textes. J'écrivais des fois des textes pour mes expositions, pour annoncer l'exposition, mais aussi des réflexions sur l'art, sur la vie, sur qu'est-ce que je pense de la vie sur la Terre, mais aussi qu'est-ce que je pense en général sur comment que la vie devrait être. C'est un peu spécial. Mais en même temps, à 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à recevoir des messages. C'était un peu étrange, c'était des symboles. Je recevais des symboles. Un triangle avec un point dedans, un carré dans un cercle. Et à partir de ces symboles, je recevais des concepts. Mais des concepts, comment dire? Tu sais, des fois, les gens vont prendre un livre au complet pour écrire 3 ou 4 idées. Moi, je recevais une phrase de quelques mots, et cette phrase-là contenait un immense concept de l'univers. Je vais en dire une parmi des centaines que j'ai reçues. Dieu est le tout conscient en nous. Phrase simple, claire, quand on se met à la réfléchir, mais c'est une phrase clé qui contient à peu près la notion juste. Bon, ben j'en recevais comme ça des dizaines de ces phrases-là, qui, la phrase toute seule, contenait un espèce de grand concept de l'univers, résumé en quelques mots. Pas besoin de 5 paragraphes. Et accompagné de symboles géométriques assez étranges. Et à ce moment-là, j'ai commencé aussi à recevoir des textes. OK. J'avais des questions dans ma tête. Je me disais, pourquoi que je vis telle chose? Pourquoi je vis telle chose? Je prenais un stylo et quelqu'un me répondait. Tu vis en ce moment telle chose, tu es rendu à telle étape de ta vie, aie confiance à ce que tu vis, tout cela a un sens, 2 pages, 3 pages, 4 pages. OK. Qui me parlait? Je ne sais pas, mais ce n'était pas moi.
j'étais capable de faire la différence entre quand c'est moi qui me parle, quand c'est ma propre voix, et quand c'est une voix extérieure, qui pouvait des fois abonder dans mon sens, mais qui pouvait aussi bien dire le contraire de ce que je pensais pour réajuster ma pensée. OK, mais ça, je faisais ça. Je me posais pas de questions. Ou quand je posais une question, j'avais la réponse. Alors, c'est ça. Et là, à 20 ans, je suis parti en appartement. J'ai eu 2-3 appartements. Mais là, vers l'âge de 20-21 ans, j'ai vécu une première expérience assez... qui m'a peut-être pas tellement marqué, mais qui a des répercussions. Quand j'étais dans mon appartement, seul, dans ma chambre, tous les soirs, j'exagère, un soir sur 2, un soir sur 3, j'étais pris d'une angoisse et je me disais, je suis sur la mauvaise planète. Je suis sur la mauvaise planète. Venez me chercher. Vous m'avez envoyé ici. Je n'ai pas d'affaires ici. Vous vous êtes trompé. Vous m'avez forcé. Je veux m'en aller. Et là, je fixais dans ma tête un point dans le ciel, un point précis. Et là, j'envoyais vraiment ce qu'on peut dire des SOS. Venez me chercher. Venez me chercher. Je veux m'en aller d'ici. Je veux m'en aller d'ici. Venez me chercher. Et je faisais ça et je rentrais dans des états de grande angoisse. Au point que je tremblais et je pleurais. C'était pas un appel philosophique ou mental. C'était tout mon corps envoyait une énergie pour dire « Venez me chercher. Je ne veux plus rester ici. » Et ça, sans avoir une vie traumatisée, sans avoir une vie oppressante. Ma vie allait très bien. J'avais vraiment une vie qui était intéressante. Et un soir, après, je ne sais pas combien de temps je faisais ça, et un soir, tout d'un coup, en faisant toujours cette crise et en focusant sur un élément du ciel, tout d'un coup, je me suis retrouvé paralysé, de la tête aux pieds. Je ne pouvais plus bouger. La première fois que je vivais ça, et c'était le soir, donc ça pouvait être vers 9h, 10h le soir. Je me suis retrouvé figé de la tête aux pieds, et est apparu à ma droite un être. Le décrire, c'est comme un vieux sage avec une barbe, un personnage de peut-être 60-70 ans. Moi, j'en avais 20 à peu près. Il est apparu à ma droite. Est-ce qu'il est apparu clairement ou en semi-transparence? Je ne pourrais pas dire. Et cet être-là m'a simplement dit « Calme ton esprit, calme-toi. » Et au moment qu'il a dit ça, j'ai senti une partie de moi, j'ai senti comme tout mon corps sortir et passer à travers la fenêtre qui était devant moi. Ce que je me souviens après, c'est d'avoir retrouvé la mobilité de mon corps. Combien de minutes après, je ne sais pas. Et je me suis endormi. Est-ce que ça a changé de quoi dans ma vie? Peut-être pas sur le coup. Mais ce qui est apparu rapidement dans ma vie, c'est que toutes les nuits après ça, je me suis mis à voler dans mes rêves. Lentement, mais sûrement, j'ai appris à me déplacer. Je me voyais légèrement m'envoler. Je me voyais avec une cape. Et le vent prenait dans ma cape et je pouvais m'envoler, pas très haut, mais avec les mois, j'ai commencé à voler au-dessus des arbres, des poteaux électriques, au-dessus des maisons, jusqu'à temps d'être la capacité de voler. Et ça, c'est apparu et ça a duré pendant des années, ces nuits où je volais à partir de cette expérience-là. Parenthèse, ça fait seulement 8 ans que j'ai l'Internet, à peu près 8 ans, j'ai l'Internet, et j'ai découvert sur Internet, il y a peut-être 4 ans, que les expériences de paralysie, avec une sortie de corps par une fenêtre, c'est un des phénomènes classiques des enlèvements par des extraterrestres. À ne pas mélanger avec la paralysie du sommeil, qui apparaît souvent au matin, quand on se réveille, et on est encore entre le rêve et on reprend le contrôle de son corps. Ce que j'ai déjà vécu, me réveiller trop rapidement d'un rêve et de vouloir bouger, mais mon corps est encore paralysé. Ce que j'ai vécu, moi, c'est vraiment le soir avant de m'endormir. Alors, c'était une première expérience. Mais cette expérience-là m'a aussi amené à faire quelque chose vers l'âge de 22-23 ans. Je me suis dit, OK, Colin, si tu dois vivre sur la Terre 90 ans, il va falloir que tu trouves des solutions parce que tu ne peux pas vivre
si on ne vient pas me chercher, si je dois vivre sur la Terre jusqu'à l'âge de 90 ans, il faut que j'apprenne à vivre, et à aimer vivre sur la Terre. Ça a l'air que on m'a poussé pour que je vienne ici. Il y a une raison. Il faut que je la trouve, la raison. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de certaines thérapies basées sur le CRI, entre autres sur le psychosomatique. Donc, j'ai commencé une série de thérapies, entre autres le CRI primal, la gestalt thérapie, basée sur laisse ton corps physique exprimer ce qu'il a emmagasiné à travers les années, laisse-le s'exprimer et simplement de faire remonter les blocages du corps physique, va apparaître les raisons derrière et tu vas connaître l'histoire derrière les blocages de ton corps. Donc, j'ai commencé une première série de thérapies, mais déjà, les premières thérapies m'ont fait découvrir quelque chose d'important. C'est que le potentiel qu'on a sensitif, c'est bien le potentiel qui nous reste après les 15-20 ans qu'on a vécu dans notre enfance. Parce que quand j'ai commencé à faire des thérapies psychosomatiques, j'ai commencé à découvrir que, mon Dieu, c'est bien doux, ça. Ah, c'est drôle de toucher. Ah, le bruit dans la rue, il est plus intense, il y a plus de variations. Hop, quand je mange quelque chose, mon Dieu, ça goûte pas. Ça goûte autre chose, ça goûte beaucoup plus prononcé. C'est là que j'ai découvert que mes sens, jusqu'à un certain point, avaient été atrophiés par toute une série d'expériences de mon enfance. Et là, je me suis dit, je vais aller encore plus loin, je vais expérimenter toutes les techniques qui existent pour débloquer le corps au niveau sensitif. Donc, j'ai commencé à pratiquer l'anti-gymnastique de, je pense que c'est Mme Berthelot, quelque chose comme ça, une Française. J'ai lu tous les livres de Lowens, Le corps bafoué, Jouir, tous les livres qui nous donnaient des techniques sur comment débloquer les énergies dans le corps, et entre autres les énergies sexuelles, comment arriver à faire jouir son corps, à faire que son corps soit rempli d'une énergie positive et que cette énergie-là vibre dans tout le corps. OK, là, j'ai exploré ça pendant 2-3 ans. J'avais 24, 25 ans. Il n'y a rien qui m'intéressait pas. Je m'intéressais à tout. À partir de ce moment-là, je me suis même intéressé aussi aux couleurs. Le bleu, qu'est-ce qu'il y a comme impact émotif, le bleu émotionnel? Qu'est-ce que le bleu charrie? Qu'est-ce que le vert a comme effet sur le physique et même sur le psychologique? Je me suis mis à m'intéresser aussi aux chiffres. Pourquoi une chaise a 4 pattes? Le chiffre 4 exprime quoi? Le chiffre 5, le chiffre 6. Je comptais les fenêtres dans les maisons pour dire, dans cette maison-là, il règne telle chose parce qu'il y a 5 fenêtres. Oui, puis il y a 2 portes. J'étais vraiment, c'est comme si je recevais un paquet d'informations sur un paquet de choses qui m'aidaient à comprendre pourquoi le monde, il est comme ça. Pourquoi le monde fonctionne de telle façon. Je voulais tout comprendre. J'étais un peu, comme on dit, extrême. Quand je m'attaquais à un sujet, je ne faisais pas juste m'y intéresser intellectuellement, mais je faisais des expériences. Exemple, quand j'ai exploré les couleurs, à ce moment-là, je me fabriquais des paravents de très haut, et tout rouge ou tout bleu. Et pendant une semaine de temps, je vivais dans un environnement tout bleu ou tout jaune pour voir l'impact que ça faisait sur moi. J'étais un peu... Moi, lire quelque chose, c'était bien, mais il fallait que j'expérimente. Alors, j'ai expérimenté beaucoup. Et à ce moment-là aussi, il est arrivé une chose... je fréquentais des gens du milieu un peu paranormal. J'avais une très grande amie qui était une femme qui avait vécu des expériences très, très bizarres dans tous les domaines et qui est devenue comme mon mentor. C'est une femme qui avait 7 ans plus vieille que moi, Et on s'est rencontrés parce que elle était la gardienne d'enfants d'une de mes sœurs et par hasard, elle est tombée sur mon livre de poèmes que j'avais écrit à l'âge de 18 ans. Et quand elle a lu ce livre-là, elle a dit, il faut à tout prix que je rencontre cette personne-là. Il y a quelque chose là-dedans. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, puis elle est devenue mon mentor pendant peut-être 7-8 ans. C'est elle qui m'a appris beaucoup de choses dans tout le domaine du paranormal. Vraiment, c'était un maître. Jusqu'à temps qu'elle vit une chute drastique, grave dans sa vie. Mais souvent dans ce milieu-là, aussi haut qu'on monte, aussi bas on peut tomber si on ne fait pas attention. Il faut toujours garder un équilibre entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que quand moi je vivais des expériences
paranormal, dans le domaine qui allait assez loin. Je prenais toujours un temps de recul pour assimiler, vivre dans le quotidien, faire en sorte que ce que j'ai appris, je le transfère dans mon quotidien pour que ça me sert à quelque chose. C'est ça. Donc, j'ai toujours été capable de garder un équilibre. Et à 24 ans, 24-25 ans, j'entends parler d'une voyante que mes amis m'avaient parlé et ils m'avaient dit, va la voir, elle était très intéressante. Bon, je dis, tiens, on va aller voir une voyante. C'était une femme bien ordinaire qui recevait les gens dans sa cuisine, à table de cuisine. La femme, pas de culture, elle n'avait jamais lu aucun livre. C'était la bonne mère de famille, mais elle était voyante. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Et je m'assis devant elle, et là, elle tombe en état second, et elle me dit, toi, tu as vécu à l'Atlantide. Je te vois, tu viens pas de la Terre, toi. Et tu es venu à l'Atlantide en tant que dirigeant. Je te vois assis sur un trône ou sur une chaise importante et tu ordonnes qu'on libère des esclaves. Puis là, elle me dit, toi, là, tu es genre à lire des livres bizarres, hein? Puis que tu comprends. Ben, j'ai dit oui. Et 10 minutes après, elle se réveille, elle me regarde, elle dit, as-tu compris quelque chose de ce que je t'ai dit? Ah, j'ai dit oui, j'ai tout compris, très très bien. Je sais très bien de quoi tu parlais, inconsciemment. Et à partir de cet événement-là, j'ai commencé à me dire, OK, j'ai fait le ménage dans mon enfance, j'ai réglé mes problèmes d'enfance, si j'en ai. J'ai trouvé les raisons d'un certain mal de vivre dans mon enfance. Mais là, ça m'intéresserait de découvrir mon mal de vivre qui me viendrait de vie antérieure. Je me suis dit, il y a sûrement certains comportements que j'ai, dont la source n'est pas de cette vie-ci, mais elle vient de d'autres vies. À ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à mes vies antérieures. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des flashs. OK. À commencer à avoir quelques flashs de choses que j'aurais vécues. Je vais donner un exemple. Mais moi, je te dis tout, hein? Alors, je te dis tout. Alors, je te cache rien. Je ne cache rien à personne. Moi, j'ai toujours eu une peur des curés, des prêtres. Une peur, vraiment, là. Et moi, le souvenir de mon enfance, c'est le prêtre qui venait préparer la classe pour la communion de foi. Et quand il y avait des élèves qui avaient eu des mauvaises notes dans la semaine, ils devaient aller à l'école le samedi, donc rattraper leurs mauvaises notes le samedi. Mais si ces jeunes-là ne venaient pas le samedi, quand le prêtre venait préparer la classe de la communion de foi, il les faisait mettre à 4 pattes devant la classe et avec sa ceinture, il les fouettait. Une autre époque. Et moi, ça m'était resté. Monsieur, vous pouvez dire ce que vous voulez sur l'amour, la rédemption, sur Jésus, mais le geste que vous posez parle plus que vos paroles. Alors, moi, j'avais un feeling que dans une autre vie, j'avais été un médecin et que je soignais les gens selon la médecine de l'époque. C'était en Espagne, à l'époque de l'Inquisition. Je n'ai pas pu retracer le 16e ou 17e siècle, je n'ai pas pu retracer l'endroit. Mais je soignais comme médecin d'une façon normale, mais je soignais aussi avec l'énergie dans les mains. Et ma femme, de l'époque, qui trouvait que je la négligeais un peu par rapport à mes patients, elle a fait une erreur magistrale, elle m'a dénoncé à l'Inquisition. Alors, je me suis retrouvé à l'Inquisition, où on posait un paquet de questions. Au début, ils veulent simplement savoir ce que tu fais, pour après ça s'en servir contre toi. Et ils s'en ont servi contre moi. Alors, ils m'ont torturé, ils m'ont fait avouer à peu près tout ce qu'ils voulaient. Et après ça, ils m'ont brûlé sur un bûcher. Mais peux-tu imaginer, ça, l'image est très claire. Tu es sur une charrette, tu t'en vas pour être brûlé sur un bûcher, et il y a une foule autour de toi, et ces gens-là te crachent dessus. Et ces gens-là, c'est des gens que tu as guéris, que tu as sauvé la vie. Et dans ma tête, quand j'ai brûlé sur le bûcher, j'ai dit, plus jamais.
je guérirai quelqu'un. Je rejette ce don que j'ai plus jamais. Les humains ne le méritent pas. Et dans cette vision-là que j'avais, c'est un souvenir que j'avais d'une vie, mais j'en avais d'autres aussi, de certaines autres vies. Parce que chaque vie du passé laisse des traces. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les vies actuelles qu'on vit, ce ne sont pas toutes nos vies qui nous influencent. Mais souvent, la vie actuelle que l'on a est influencée peut-être par 4-5 vies antérieures. Pas nécessairement les dernières, mais celles dont on a besoin de l'héritage dans cette vie-ci. Alors, à ce moment-là, comme j'avais débloqué mon corps dans cette vie-ci, je cherchais aussi à débloquer mes autres vies antérieures. J'ai dit peut-être que j'étais extrême de bannir, de rejeter ce don-là de guérison. J'ai dit peut-être que je pourrais essayer de le ramener. À ce moment-là, je décide, j'avais 26 ans, je décide tiens, j'ai envie d'écrire sur papier tout ce que j'ai vécu dans les dernières années, surtout mes expériences de thérapie. Puis à ce moment-là aussi, j'avais découvert des techniques de méditation. J'explorais aussi ce qu'on appelle les voyages intérieurs, c'est-à-dire se mettre dans un état de méditation profonde et faire un voyage initiatique intérieur. Donc, qu'il soit imaginaire, qu'il soit entièrement symbolique, mais faire une série d'expériences, d'images symboliques qui m'amènent à me sentir mieux, à être toujours en meilleure santé, en meilleure énergie. Alors, j'ai décidé de tout mettre ça sur papier. Je me suis dit, tiens, je vais partir en voyage pendant 2 mois. Où je pourrais aller donc? Les îles Açores, vestiges de l'Atlantide. Les sommets des îles Açores, qui sont près du Portugal, sont au milieu de l'Atlantique. Et dans ma tête, c'était clair et net. Ce sont les vestiges de l'Atlantide, les quelques sommets volcaniques qui contiennent. C'est le meilleur endroit pour aller. Une semaine avant de partir, mon père décède d'une crise cardiaque. Là, je me suis dit, est-ce que je remets mon voyage en suspens? Mais non, une voix me disait de partir quand même. Et à ce moment-là aussi, j'ai fait une expérience. Bon, il y a des gens qui vont dire... J'étais dans un appartement avec 4-5 de mes amis, et mes amis avaient un Ouija, le jeu du Ouija. Moi, j'ai dit, OK, à soir, on va s'amuser, je pars en voyage dans 1 semaine, je vais poser des questions. Alors, on sort le Ouija. 2 filles qui ne connaissaient rien de ça, j'ai dit, écoutez, vous autres, vous allez mettre vos mains sur l'instrument du Ouija. Moi, je pose des questions, puis c'est vous qui allez recevoir les réponses. Alors, j'ai reçu une série de réponses. Mes questions, c'était surtout quelques vies antérieures, des questions sur des vies antérieures. Mais vers la fin, juste avant la fin qu'on termine, l'appareil dit, tu t'en vas aux îles Açores pour rencontrer des extraterrestres. Je reçois ça comme dernier message. OK. Je me suis dit, OK, c'est mon rêve, c'est ma passion, les extraterrestres. Peut-être que c'est vrai, ou peut-être que ça répond simplement à mon désir le plus profond. Parce qu'à ce moment-là, en plus de faire toutes les expériences que je faisais, quand j'organisais une exposition de mes œuvres, parce que j'ai des expositions de mes œuvres, je gagnais ma vie en faisant des décors de théâtre. Et quand j'écrivais des manifestes pour mes expositions, j'écrivais souvent des textes, et plusieurs des textes tournent autour des extraterrestres. C'est pas compliqué, c'est le thème qui revient le plus souvent dans mes écrits de l'époque. Donc je me suis dit, oui, j'ai reçu le message, je m'en vais rencontrer des extraterrestres. Mais je me suis dit, OK, c'est peut-être simplement mon propre désir. Alors, je pars en voyage. Je suis parti 2 mois. J'arrive aux îles Açores. Je finis par réserver un petit hôtel. On était en septembre, donc plus de touristes. Je trouve un petit hôtel sur le bord de la mer et je loue la chambre pour à peu près 2 mois. Et là, pendant 2 mois, j'écris. J'écris toute mon histoire, mes expériences, mes réflexions surtout. Et tous les jours, je fais une méditation et je fais descendre des énergies sur moi. J'écris, il y a une voix qui me dit par écrit que je dois élever mon taux de vibration si je veux avoir une chance de rentrer en contact avec des extraterrestres. J'élève ma vibration. Je fais ça pendant 1 mois et demi de temps.
tous les jours, 1 heure ou 2, j'élève ma vibration. Et tout d'un coup, après 1 mois et demi, un soir, ça a commencé. J'ai commencé à ressentir comme une chaleur intense dans le creux de mon dos. Mais c'était comme si j'avais un rond de poêle allumé, étampé sur le bas de mon dos. C'était brûlant, brûlant, comme un cercle. Ça a commencé et ça a duré 1 journée, 2 jours, 3 jours. Et là, le 3e jour, j'étais toujours en état de méditation dans mon lit. Et voilà, tout d'un coup, il apparaît 6 êtres. Plus ou moins flous, plus ou moins matérialisés. Ils sont habillés en moine, de la tête aux pieds, une espèce de grande toge de moine. Et ils ont une cagoule sur la tête qui fait que je ne vois pas leur visage. Moi, je me dis, moi, de matin, je me dis, OK, je fais des recherches sur mes vies antérieures. Je sais que j'ai déjà vécu à une époque où j'étais un moine dans un monastère et j'étais calligraphe. C'est-à-dire que je reproduisais des livres à la main. Ben là, dans ma tête, moi, je dis, c'est des moines. Donc, c'est des êtres qui me viennent du passé ou c'est des êtres supérieurs qui se manifestent par l'habit de moine. Ces êtres-là me disent qu'ils viennent chercher une partie de moi pour le transformer. OK? On fait une parenthèse. En lisant l'Internet, il y a à peine 2 ans, je tombe sur les êtres encapuchonnés. Phénomène extraterrestre, phénomène récurrent dans le domaine des extraterrestres. Certains extraterrestres qui ne veulent pas qu'on leur voie le visage apparaissent habillés avec une toge et ils ont le visage caché par une cagoule et ils viennent en général au nombre de 6. Là, je veux bien croire au hasard, mais quand j'ai lu ça il y a 2 ans, et j'ai vécu ça à l'âge de 28 ans, donc à peu près en 1978, j'habitais Drummondville. Ça n'existait pas, on n'en parlait pas, c'était pas. Et je l'ai écrit, je l'ai mentionné dans un livre que j'ai écrit en 2003. Encore là, j'ai eu l'Internet qu'en 2005-2006. Donc, quand j'ai lu ça sur Internet, ça a été un choc pour moi. J'ai dit, oh, OK, mes petits moines de l'époque n'étaient peut-être pas ce que je pensais. Alors, on retourne dans le passé. Alors, ces moines-là m'ont dit qu'ils venaient chercher une partie de moi pour le booster, pour le réactiver. Mais je ne comprenais pas trop de quoi ils parlaient, c'était quoi qu'ils voulaient faire avec. Mais je les ai laissés faire. Ils ont pris une partie de moi, je ne sais pas quoi, et à partir de ce moment-là, pendant 3 jours, j'étais comme un zombie. Ce qu'ils avaient enlevé en moi, c'était comme s'ils avaient enlevé une partie de moi qui fait que je me sentais à peine capable de manger, dormir, puis c'est tout. J'étais comme amorphe. 3 jours plus tard, ils me disent qu'ils me ramènent l'élément, qu'ils ont trafiqué, demande-moi pas comment, je suis innocent, j'ai 28 ans, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, ils me ramènent cette entité-là, ben, ils me ramènent quelque chose qui... Et là, c'est tellement intense que ça va me prendre une journée entière pour réintégrer cet élément-là. Cet élément-là est tellement vaste qu'il est impossible de le rentrer en moi, c'est rendu trop immense. Ça prend une journée entière pour rentrer en moi. Et là, quand, après une journée de travail intense, de ma part et de leur part, là, ça y est. Tout d'un coup, je découvre devant moi, je vois d'autres univers. C'est comme si les murs de ma chambre disparaissaient, puis je voyais d'autres vies. Je voyais des villes, des univers, je voyais des mondes qui appartiennent soit à d'autres époques, à d'autres planètes. Je voyais des villes sous la forme d'une montagne, mais que la montagne était entièrement naturelle, avec des arbres, des fleurs, et chaque maison était comme un étage supérieur, et c'était une ville entière, dont à l'intérieur, il y avait les lieux communs, communs pour les gens. Je voyais des temples qui servent à guérir les gens à partir des vibrations de certaines lumières, certaines couleurs.
Et j'avais des souvenirs. Et là, c'est comme si je voyais plus rien que ma vie actuelle, mais je voyais des dizaines de vies antérieures qui m'apparaissaient comme ma réelle identité. C'est comme si en l'espace de quelques jours, je me suis vu dans mon entier. J'ai vu qui j'étais depuis des millénaires, 20 000 ans, 30 000 ans. On peut reculer aussi loin qu'on peut. Et ça a duré 4-5 jours. Je me suis mis à écrire, pas à écrire, mais à dessiner des temples, à faire des maquettes en papier, des maisons que je voyais. Et ça a duré à peu près, je dirais, à peu près une semaine. Il restait une semaine ou deux avant mon retour. Ça a duré à peu près une semaine à 2 semaines. Et à ce moment-là, mon retour était programmé pour que je revienne. À ce moment-là, je suis revenu au Québec, mais j'étais plus moi-même. J'étais autre chose. Mais encore là, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Moi, je croyais rencontrer des extraterrestres de chair et d'os avec qui j'aurais eu un dialogue. Et j'ai rencontré des moines semi-physiques qui m'ont trafiqué sans trop savoir qu'est-ce qui s'était passé. Alors, quand je suis revenu au Québec, j'ai dit, OK, il y a un champ à explorer là, mes vies antérieures, et qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? Et à ce moment-là, j'ai lu des livres de... moi, j'enchaîne. Ça va, hein, j'arrête pas, là. Tu me diras, si une année, là, tu veux poser une question dans tout ça. On avance assez rapidement. Donc, j'avais à peu près 28 ans. J'ai lu des livres écrits par des Américains, par des hypnothérapeutes. Des hypnothérapeutes américains qui soignent des personnes qui ont des problèmes de comportement en remontant dans leur vie antérieure. J'ai dit, OK, aux États-Unis, ils font ça. Ils ne font pas juste supposer, est-ce que les vies antérieures, ça n'existe pas. Non, non. Il y a des thérapeutes qui aident des gens qui ont des problèmes comportementaux en allant dans leur vie antérieure, en faisant remonter les souvenirs et en évacuant la charge émotive contenue. J'ai dit, OK. Ah bon? Alors, j'ai dit, je vais en trouver un au Québec. Alors, je vais trouver ça à Montréal. J'ai fait de la recherche et je suis tombé sur un hypnothérapeute qui pratiquait quelque chose quand même d'assez similaire à ça. Je l'ai appelé, on a fait une première rencontre et j'ai expliqué. Moi, ce que j'ai expliqué, je lui ai dit, voici, j'ai déjà été un médecin, j'avais un don de guérison, je l'ai bloqué, j'ai vécu aussi telle époque, j'ai eu tel problème, à cause de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Je voudrais que tu m'aides à tout démêler ça, puis à débloquer ces vies-là. Mais après une séance ou deux, il s'est rendu compte très rapidement que j'avais vécu plusieurs vies intéressantes pour lui. Pas nécessairement là, grandioses, mais des vies qui l'intéressaient beaucoup. Donc, rapidement, au lieu de vouloir m'aider moi, il a cherché à m'interroger sur certaines vies qui répondaient à des questions qu'il avait lui. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que lui faisait partie d'un mouvement religieux un peu associé aux francs-maçons, et qui était très, très intéressé à avoir des connaissances sur certaines techniques qu'utilisaient des gens dans le passé. Mais, je vais vous donner un exemple, comme quoi on a fait 4 séances ensemble. Pendant une de ces séances, où il cherchait à connaître une de mes vies antérieures, il s'est mis à me poser des questions assez directes et un petit peu agressives. Et tout d'un coup, ça a fait clic dans ma tête. Il a réveillé ma vie où j'avais été un médecin et où j'avais été torturé par l'Inquisition. Et ces questions étaient tellement agressives, je l'ai senti comme ça, que mes mains sont mis à shaker comme ça. Mes 2 bras sont mis à shaker comme ça. Lui, il est tombé en panique. Alors, il m'a réveillé rapido, subito. Et je savais que ce qui venait de réveiller, c'était l'énergie dans mes bras. Je me suis assis, et ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Pendant une demi-heure de temps, je ne sentais plus mes bras, c'était 2 éclairs. Mes 2 bras étaient 2 courants électriques. Je ne sentais pas mon bras, je sentais 2 éclairs comme bras. Ça a duré une demi-heure à peu près avant que ça se calme. Là, j'ai compris qu'il venait de toucher quelque chose de sensible et qu'il avait déclenché quelque chose d'intense en moi. Cet homme-là, il me dit, écoute, Colin, on peut aller encore plus loin. Si tu veux régler tes problèmes de ton passé, on va faire une soirée spéciale. Je vais faire venir 5-6 personnes, des médiums, des voyants sensitifs. On va être peut-être 6 ou 7. Et on va te mettre en état d'hypnose profonde. Et on va remonter
à tes vies antérieures et on va essayer ensemble de trouver où sont les parties que tu as eu des problèmes, puis on va les amener au conscient. Pas de problème. 150 $, il n'y a rien là. Alors, il met un état d'hypnose profonde. Il me dit, on va remonter, puis là, vraiment, c'est une demi-heure, pour 20 minutes, une demi-heure, pour mettre un état d'hypnose profond. Il me fait remonter jusqu'à mon enfance. Et là, il pose toujours des questions. À 4 ans, qu'est-ce que tu vois? Comment tu te sens? À 2 ans, comme bébé, dans le ventre de ta mère. Et là, il recule, puis il dit, tu vas remonter à ta première vie sur la Terre. Là, il dit, en quelle année tu es? Je réponds, il n'y a pas de temps encore. Comment tu t'appelles? Naja. Qu'est-ce que tu fais sur la Terre? Ah, je suis dans un vaisseau spatial, je suis avec mon équipage, et on arrive sur la Terre, on vient éduquer les humains qui sont sur la Terre. On vient élever leur vibration. Lui, il ne comprend pas. Il se demande, c'est quoi les luperlus, de quoi il parle. Fait que, au lieu de continuer à poser des questions dans cette direction-là, il revient à des vies antérieures où il me demande, bon, comment c'était l'Égypte, comment ont été construites les pyramides, puis il me pose un paquet de questions sur d'autres vies que j'avais vécues. Il oublie complètement l'histoire de Naja, mais les gens me posent des questions, les gens posent des questions, et là, oui, mais l'île de Pâques, c'est quoi? Le triangle des Bermudes, c'est quoi? À telle époque, comment ça se passait? Moi, je laisse entendre que je vivais sur la Terre depuis à peu près 35 000 ans. Alors moi, j'ai dit, OK, pas de problème, quelle époque vous voulez connaître? J'ai connu toutes ces époques-là. Alors, je racontais ces époques-là. Les gens me posaient des questions, puis lentement, les gens sont bien posés des questions sur... Ben, vous savez, ma soeur, elle a un problème de santé, puis les médecins ne trouvent pas qu'est-ce qu'elle a. Ben, votre soeur, elle a tel problème, puis elle devrait faire telle chose, puis aller voir tel médecin. OK? Ah, moi, j'ai des problèmes. Fait que là, ça a duré, sous hypnose, ça a duré à peu près 3 heures, 4 heures, disons 3 heures, on va rester honnête, là, 3 heures. Et en dernier, je répondais à toutes les questions des 6 personnes. Je payais 150 $ pour répondre aux questions. À la fin, l'hypnologue, l'hypnothérapeute, il dit, bon, il demande à tout le monde, il dit, est-ce que tout le monde est satisfait? Est-ce que tout le monde a eu des réponses à leurs questions? Tout le monde dit oui, oui. Ah, c'est bravo. Merci, Naja. Vous avez bien, bien répondu. Moi, je fais ça comme ça. Moi, je fais ça comme ça. Je fais ça. Il dit oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, c'est qui va répondre à mes questions? Là, il m'a réveillé. Et là, donc, je me suis retrouvé l'hypnothérapeute. Après ça, j'ai arrêté de le fréquenter, parce que j'ai vu qu'il ne m'aidait pas vraiment, mais que c'est lui qui avait besoin d'aide. Mais un autre phénomène étrange qu'on a de la misère que j'ai compris que récemment, toute la séance était enregistrée sur 2 cassettes. 2 cassettes d'1h30 chaque, 2 cassettes. La première cassette, qui contient entre autres la partie où il met en état d'hypnose, est correcte. Mais plus la cassette avance, plus il y a des bruits parasites. Plus ça avance sur la première cassette. La deuxième cassette, inaudible. Incapable de comprendre ce que je dis, c'est tout le long, ma voix est complètement étouffée dans les bruits parasites. À l'époque, je ne me posais pas de questions trop, jusqu'à temps que je lis sur Internet ce genre de parasites provoqués par, devinez, qui ne veulent pas que tout soit su ou dit. Mais comme j'avais la période d'enregistrement où il me mettait en état d'hypnose, je me suis dit, Colin, tu es capable toi-même de te mettre en état d'hypnose grâce à cette partie où il met en état d'hypnose. Donc, j'ai commencé chez moi à faire des expériences où je faisais jouer la cassette de cet hypnologue-là. Donc, il me mettait en état d'hypnose, auto-hypnose. Et à partir de ça, je posais des questions, je me posais des questions, je recevais des réponses claires et précises. Et je commençais un dialogue avec cette entité qui s'appelle Naja, qui est apparue à ce moment-là, qui est apparue dans cette séance-là, et que j'ai commencé à avoir un dialogue avec lui grâce à ces expériences d'auto-hypnose.
Et plus je me mettais en état d'auto-hypnose avec la cassette, plus j'étais capable, à un moment donné, de « Oh, j'ai plus besoin de la cassette. » On s'étend, 1 minute, on switch, et voilà, je suis dans un état d'hypnose profonde, pas besoin de ça. Et à ce moment-là, j'ai pu avoir un dialogue avec Naja et aussi aller plus loin dans les questionnements, dans les réponses de ce que je voulais savoir. Et comme moi, j'ai une manie, des fois, j'aime ça prouver ce que je fais. Alors souvent, je demande à des gens de me servir de cobaye. Alors à ce moment-là, premièrement, j'ai eu des réponses sur des vies antérieures de moi. Puis après ça, j'ai dit, ouais, mes amis à moi, je dis à mes amis, moi, là, je me mets en état d'auto-hypnose et je peux te donner toutes tes vies antérieures. Ben, les principales. Celles qui jouent un rôle important dans cette vie-ci. J'ai commencé ça, comme plaisir. Je faisais ça. J'invitais 2, 3 amis. Ils s'assoyaient. Je me mettais dans un état d'hypnose profonde. Et c'est Naja, ou du moins mon moi supérieur, qui parlait à travers moi. Et qui leur disait, toi, tu as vécu à telle époque, tu as vécu telle chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu aimes telle chose, tu as tel tempérament. T'aimes pas telle chose, t'es du genre casanier parce que... Et ça correspondait à leur vie actuelle. Je fais ça pendant 1 an ou 2, peut-être à une vingtaine de personnes. À un moment donné, j'ai arrêté parce que ça me demandait beaucoup d'énergie. À ce moment-là, du moins, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et les gens prenaient ça comme une distraction. Tu sais, un soir, on s'amuse, on va rire, on va... Je ne prenais pas ça très, très au sérieux. Puis moi, ça me demandait beaucoup d'énergie. Alors, j'ai arrêté. Mais c'était satisfaisant pour moi de le tester sur d'autres personnes. Alors là, j'ai 30 ans. Je quitte Drummondville pour aller habiter à Montréal et à me consacrer plus à la peinture puis à une carrière en tant que peintre. Et là, il faut que je me retraite dans toute mon histoire. Qu'est-ce que j'ai pu... à ce moment-là, j'avais un contact intime avec l'entité qui s'appelle Naja. Mais je ne pouvais pas dire vraiment qui il est. C'est-tu mon moi supérieur? C'est-à-dire, j'ai établi un contact avec moi au superlatif. Pas sûr. Est-ce que c'est une de mes vies antérieures, donc la première vie que j'aurais vécue sur la Terre, qui est là? Ou est-ce que Naja est l'ensemble de toutes les vies que j'ai vécues et que lui, c'est comme la somme de toutes les vies que j'ai vécues? Parce que moi, Colin, je ne peux pas dire que j'ai vécu au 16e siècle. Non, non. Colin, c'est juste le nom de la personne qui vit en ce moment. J'ai vécu au 16e siècle. Mais qui j'étais au 16e siècle? Et c'est là qu'il faut parler d'une entité qui engloberait toutes ces vies-là. Parce que moi, Colin, c'est ma vie actuelle. Mais je fais partie d'une entité qui a vécu 20, 30, 100 vies. Et est-ce que Naja, c'est cette entité-là? Voyez-vous les questions que je me posais dans ma petite tête là, à l'époque, mais je n'avais pas vraiment de réponse. Mais alors, à l'âge de 34-35 ans, j'ai tout mis mon énergie dans la peinture. J'ai dit, bon, on va laisser faire tout ce monde flyé, puis qui n'apporte pas grand-chose, surtout qui n'apporte pas à manger dans l'assiette. Alors, j'ai décidé de mettre ça de côté et de me consacrer à temps plein à ma carrière de peintre. Donc, peindre tous les jours, 6 jours par semaine, faire des expositions. Donc, j'ai fait des expositions à travers le Québec, dans les galeries, musées, vraiment beaucoup d'énergie à faire une carrière, ainsi que du bénévolat dans tous les organismes en peinture, dont le Conseil de la peinture du Québec, membre de jury, responsable d'un journal pour la communauté artistique. Donc, j'étais très impliqué dans le milieu. Mais en même temps, je faisais une série d'expériences aussi intéressantes qui étaient... J'ai commencé à expérimenter ce qu'on appelle le tantrisme. Moi, je me rappelais, quand j'avais 20 ans, j'avais lu des textes sur le corps humain, comment les énergies sont manipulables dans le corps. Et à l'âge de 34-35 ans, entre 30 et 35 ans, j'ai vu un article qui s'appelait « Le tantrisme » ou comment jouer avec le cosmos. Mais c'était un article dans un châtelaine. Alors, c'était vraiment ridicule. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'on peut vraiment manipuler les énergies dans son corps? Et jusqu'à quel point? Et le tantrisme, c'est vraiment de jouir sexuellement, mais seulement énergétiquement.
Oh, ça m'intéresse, ça. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai commencé à faire des expériences, descendre une colonne d'énergie sur ma tête, à partir d'une énergie qui... Moi, dans ma tête, j'étais conscient que l'énergie est présente partout. Il s'agit d'imaginer un entonnoir qui concentre cette énergie-là dans un faisceau. On le fait descendre sur la tête et on l'amplifie lentement le long de la colonne vertébrale jusque dans son sexe. Voyons ce que ça va donner. Ouh! Au début, c'était quelque chose, mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de phénoménal. Ça veut dire que cette énergie-là qui descend vers le bas, si on l'amplifie, si on le fait vibrer, si on augmente la chaleur, la vibration, finit par créer des orgasmes énergétiques. Et j'ai vu très rapidement, à l'espace d'un an ou deux, qu'il n'y avait pas de limite à ça. Il n'y avait pas de limite. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'on pouvait faire le contraire. C'est-à-dire faire entrer l'énergie soit par le sexe, soit par la plante des pieds, la faire remonter et créer des vibrations dans tout le corps. Ou même la faire descendre et la faire envelopper tout le corps comme une pluie. Mais moi, je ne cherchais pas. À ce moment-là, j'étais un peu... je ne voyais que le côté orgasmique là-dedans. Le fait de vivre des extases. Moi, à l'époque, j'ai compris que quand l'énergie qui est neutre dans l'univers est dirigée vers le bas, elle donne des orgasmes énergétiques. Mais quand on l'envoie vers le haut, elle donne des extases mystiques. C'est la même énergie, dépendamment du sens qu'elle prend. Pour la plupart des gens, quand elle va vers le bas, c'est négatif. Quand elle va vers le haut, c'est positif. Mais j'ai découvert que cette énergie-là était neutre au point de départ. Et qu'on l'envoie vers le bas pour donner des orgasmes énergétiques, ou qu'on l'envoie vers le haut pour donner des extases mystiques, c'est la même énergie qui est neutre. À partir de ça, j'ai exploré pendant 10 ans. Il n'y a rien que je n'ai pas fait avec cette énergie-là. Un exemple, la concentrer dans une partie du corps pour faire vibrer une partie précise, jusqu'à temps qu'on obtient vraiment des sensations physiques, me guérir moi-même de toute forme de malaise dans mon corps, pas de problème, je concentre l'énergie sur une partie et je la guéris. Et c'est allé tellement loin qu'à un moment donné, j'ai vécu, puis ça, j'avoue, pour moi, c'est authentique, l'amour inconditionnel divin. C'est quand, à un moment donné, l'énergie est tellement forte en toi, et c'est sûr que je fais appel à des énergies pures, des énergies divines, que je teinte. L'énergie divine est neutre. L'énergie divine n'est pas positive ni négative, elle est neutre. Mais toi, tu la colores. Tu la colores de l'émotion ou du sentiment que tu veux. Et à ce moment-là, je pouvais capter cette énergie divine et la teinter de ce que je voulais. Mais quand elle se répandait dans mon corps, elle devenait tellement intense que j'étais rempli d'une espèce d'extase d'amour qui me transformait complètement. Quand je sortais dehors, après une expérience comme ça, tout le monde était beau. Mon Dieu, que le monde est beau! Tout le monde était... C'est comme si j'avais envie de me fondre à tout le monde. Tout le monde avait l'air de dégager d'une énergie qui m'attirait, qui me ravissait. C'est assez intense. Alors, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années, puis je le fais encore à différents niveaux. Ça, en parallèle à une carrière de peintre. Et là, tout d'un coup, à 45-50 ans, j'écrivais toujours. Moi, quand j'ai un problème, je prends une feuille de papier, puis je pose une question, puis on me répond. J'ai plus de réponses que de questions. Ça dit à peu près... Alors, moi, je me pose pas... Quand je me pose des questions, j'ai une réponse. Et là, ce qui va arriver, à 45 ans, je fréquente différents milieux. J'adore aller voir des groupes qui font toutes sortes d'expériences spirituelles, paranormales. Je m'implique jamais totalement. Je reste toujours avec un certain recul dans ces organismes-là. Je prends ce qui me fait mon affaire. C'est ça. Le seul organisme que je peux dire que j'ai fait partie, c'est les Rose-Croix, où j'étais avec eux autres pendant 2 ans. Mais encore là, je gardais une distance. Mais j'ai beaucoup exploré différents mouvements et j'apprenais beaucoup de choses. Et à un moment donné, j'allais dans des soirées, c'est là que c'est le premier phénomène qui se passe. J'allais dans des soirées où c'était ce qu'on appelle des messes spirites. C'est-à-dire que c'est une soirée où il y a des médiums, des médiums devant,
il y a des prières, il y a un rituel, puis à la fin, les médiums parlent aux gens qui sont dans la salle. Oui, je vois l'esprit de votre grand-mère, elle a quelque chose à vous dire, elle veut vous réconforter, ta, 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 ta. Alors, j'allais dans des soirées comme ça, entre autres, et une des femmes médiums qui faisait ça, elle faisait aussi des soirées où elle enseignait ses techniques en privé à 10-15 personnes. Alors, j'allais tous les vendredis à ces séances où elle expliquait ses techniques. Puis, à un moment donné, elle dit, aujourd'hui, je vais laisser un esprit parler à travers moi, et cet esprit-là va parler, va s'exprimer. Alors, il y a un vieux chef indien, amérindien, qui s'est présenté et qui a parlé à travers elle. Après ça, elle dit, on va faire la même chose avec les gens qui sont là. Alors, moi, j'ai là, moi, oh, je veux moi. Elle dit, non, vous, monsieur. Là, c'est pas moi, c'est un autre. Le monsieur se lève, puis il était incapable de rien dire. Zéro. Oh là, j'étais là. Là, je rentre chez moi, j'étais comme ça. J'ai dit, hey, là, Naja était dans ma tête, puis il disait, j'ai quelque chose à dire, je veux dire de quoi. Calme-toi, je veux dormir, il est tard, il est 11 heures, je veux dormir. Non, j'ai quelque chose à dire. Oh, OK. Je prends une feuille de papier, un cahier, et là, j'écris 10 pages. En un seul trait, là, 10 pages. Bon, j'ai dit, t'es content, là, t'as parlé, là, t'as dit quoi? Bon, ben là, je m'en vais me coucher. À partir de ça, je me suis dit, là, à ce moment-là, je me mets à lire des livres sur les gens qui faisaient du channeling. J'ai à peu près tout lu ce qui se faisait dans le domaine à l'époque. De Crillon à Ramta, au rayon violet, à je sais pas qui, là. Je les ai à peu près toutes passées. Puis dans ma tête, je me disais, c'est peut-être ça que Naja veut faire. Il veut peut-être parler à travers moi parce qu'il y a des choses à dire. À l'époque, une voix me disait, Naja, dans son monde, il est conférencier, il parle devant des auditoires, il s'exprime et il dit, il raconte son vécu, mais aussi il élabore des concepts par rapport à l'univers, tout ça. Alors je me suis dit, peut-être c'est ça qu'il veut. Alors à un moment donné, je fais venir chez moi, j'étais allé voir une soirée, j'étais allé voir un channeleur, un canalisateur, qui avait fait une belle séance devant nous. Mais encore là, quand il répondait aux questions du public, j'étais là, j'ai dit, ben non, c'est pas ça qu'il faut dire. Non, hey, écoute, la femme, elle a un problème. Je vais donner un exemple très simple. Une femme qui disait, ma mère m'a beaucoup torturé, m'a fait beaucoup de mal, j'ai beaucoup de la misère à pardonner à ma mère tout ce qu'elle m'a fait. Le monsieur devant, il répond, il dit, oui, mais il faut pardonner, il faut savoir tourner la page. Moi, j'avais envie de dire, mais non, madame, remerciez votre mère, remerciez-la, parce qu'elle a fait quelque chose. Le plus beau cadeau que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est que grâce à votre mère, vous avez compris c'est quoi de torturer un enfant, de rabaisser un enfant. Ça, vous l'avez compris. Et ça, allez-vous le faire à vos enfants? Non, vous ne le ferez plus jamais à vos enfants. Mais dites-vous que votre mère vous a fait prendre conscience de ce que c'est de rabaisser quelqu'un. Et grâce à elle, vous ne le ferez plus jamais de toute votre éternité. Mon Dieu, remerciez-la pour ce qu'elle a fait. Oui, c'est ça qui me passait dans la tête, que j'aurais aimé dire à sa place. Mais bon. Alors, ce canalisateur-là donnait aussi des séances privées à domicile. Alors, j'ai fait venir chez moi. Alors, il est venu chez moi. Et il a fait une séance, tout ça. Il a répondu à mes questions. Puis, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, moi aussi, peut-être, j'aimerais ça, faire ça, parler devant un public. J'aurais des choses à dire, tout ça. Et il me répond, oui, mais avant de le faire, peut-être tu devrais mettre sur papier ce que cette entité-là veut dire. Ça fait peut-être bon de te préparer d'avance. Si tu veux parler devant le public, tu dois être un peu préparé. Bon, moi, dans ma tête, donne-moi un micro, donne-moi un public, j'ai pas besoin d'être préparé. J'étais un peu fendant aussi, un peu orgueilleux aussi. Mais j'ai dit, lui, peut-être qu'il a raison. Alors, 2 jours plus tard, j'ai dit, OK. Je m'en vais m'acheter une pile de papier, des chandelles, de l'encens. Et là, je dis à Naja, OK, Naja,
dis-moi ce que tu as à dire. Dis-moi ce que tu aimerais dire si on donnerait la possibilité de t'exprimer. Mais j'ai pas fait ça n'importe comment. Je suis quelqu'un qui est très... c'est très instinctif ce que je fais, mais c'est comme ça. Alors, j'ai protégé mon appartement avec 4 anges soldats. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la facilité à demander à certaines catégories d'anges de me donner un coup de main. Premièrement, ils ne sont pas très en demande, ils sont un peu sur le chômage, donc ils sont heureux de travailler. Donc, mais il existe des anges qui peuvent protéger. Donc, j'ai fait mettre 4 anges dans mon appartement pour protéger le lieu. Je me suis protégé moi-même. Et j'ai dit, Naja aime parler en public. Alors, s'il y a des esprits qui veulent venir l'entendre, venez, vous pouvez venir chez moi si vous êtes rempli de bonnes intentions. Et là, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire. 3 jours de temps, j'ai écrit 100 pages en 3 jours. Et ça contenait tous les concepts, la philosophie de Naja, d'après son point de vue à lui. 100 pages. Toi, j'avais le bras, je sentais plus mon bras. Je dormais, puis je mangeais. Et des fois, je disais, calme-toi, parce que c'était pas de l'écriture automatique, dans le sens que c'était... il me dictait dans ma tête ce que je devais écrire, mais il dictait tellement vite que j'avais même pas le temps de comprendre ce que j'écrivais, et encore moins d'analyser ce que j'écrivais. Mais j'écrivais, et à chaque phrase, j'oubliais la phrase avant, puis il y avait une nouvelle phrase. Donc, j'ai écrit 100 pages, qui semblait être tellement complexe que je me suis dit, c'est presque un livre complet. Mais le lendemain, j'ai mis ça de côté, puis je me suis remis à peindre à mon chevalet. Mais Naja, il dit, non, tu serres tes pinceaux, puis tu vas mettre ce texte-là au propre. Alors, j'ai travaillé pendant 2 mois à peu près pour le mettre au propre. Mettre au propre, c'est-à-dire d'organiser toutes les connaissances pour que ça fasse un certain déroulement, une certaine progression. À la fin, j'ai décidé aussi de rajouter 17 pages qui seraient mon histoire à moi. Tout ce que je viens de vous raconter, il est contenu plus ou moins dans les 17 premières pages. Pour que les gens comprennent de où je suis parti pour en arriver à pouvoir écrire comme ça. Alors, j'ai écrit, encore là, les 17 pages d'ouverture ont été écrites en 3 heures. Je pense pas, moi. Sur Internet, les gens me demandent, « Ouais, mais ce que tu écris, là, moi, j'ai déjà lu ça ailleurs, dans plusieurs endroits, puis tu dois prendre des semaines pour tout mettre ça au propre, puis tout... » Non, 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 non. Je prends un crayon et j'écris. J'ai aucune référence de ce que j'ai lu, je m'en fous de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris. Je prends un crayon et j'écris. Alors, j'ai mis ça au propre, et j'ai fait des rajouts aussi, tout ça, qui fait que ça a donné en tout à peu près 140 pages au propre, écrit à la main. Et là, je l'ai fait dactylographier. À l'époque, je n'avais pas l'Internet. Je l'ai fait dactylographier par une de mes sœurs. Et j'ai envoyé ça aux maisons d'édition, dans le domaine, du moins dans le domaine du paranormal ou des channelers. Pas eu beaucoup de réponses, toutes des réponses négatives, sauf une. Il y a une seule maison d'édition qui s'est intéressée au sujet, qui m'ont fait venir, j'ai rencontré le responsable. Mais lui, il m'a demandé, il dit, écoute, l'entité qui parle à travers toi, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle. D'où elle vient, puis c'est quoi son cheminement sur la Terre? Alors, pourrais-tu faire ce rajout-là? Je dis, pas de problème. Alors, je suis allé m'enfermer, puis pendant le temps de mettre ça au propre, ça a pris peut-être 1 mois ou 2. J'ai mis ça au propre, qui fait que ça a rajouté à peu près une 20aine de pages au livre. Sauf que le problème, c'est que le nouveau texte que je rajoutais mettait plus l'accent sur son origine extraterrestre, venant d'une autre planète, venant sur la Terre dans une soucoupe volante. Il n'arrivait pas dans un nuage lumineux. C'était pas rien qu'un être, c'était pas un être spirituel. Parce que dans beaucoup des channelers, c'est des entités spirituelles. Et le fait que le texte, le rajout mettait l'accent sur le côté extraterrestre, ça fait peur à l'éditeur. Et il a reculé, puis il a refusé. Ça a été un choc pour moi, parce que j'avais travaillé pendant quand même 2 mois pour ce rajout-là. Et j'ai appris par après que cette maison d'édition-là faisait presque exclusivement des traductions de best-sellers américains en français, mais avait produit que 2 livres
d'auteurs québécois sur, disons, 50 titres. Sur 50 titres, il avait imprimé que deux auteurs québécois, donc pas beaucoup. Alors, ça m'a fait un choc. Et là, je suis retourné à ma peinture, puis à ma carrière de peintre. J'ai laissé ça, le livre a été écrit donc en 2003. Je l'ai envoyé à une de mes sœurs pour qu'elle le traduise en anglais, en me disant on verra en anglais. Et j'ai tout oublié, j'ai mis ça de côté. Et en 2005-2006, j'ai eu l'Internet. Et là, j'ai commencé à découvrir l'Internet, à découvrir tout ce qui se disait sur les E.T., les extraterrestres. Et là, j'ai commencé à avoir des informations qui me disaient ma paralysie du sommeil, c'est un cas commun pour les enlèvements. Les simoines avec des capuchons, c'est aussi un phénomène. Et là, je lis un texte, les gens qui se font enlever, des fois, ils ont des marques sur le corps. Et une qui revient assez souvent, caractéristique, c'est, il faut que je la trouve, une brûlure en forme comme une brûlure de cigarette, en rond ici. Qu'est-ce que j'apprends sur Internet? Elle est toujours sur le mollet gauche, en avant, gros comme une brûlure de cigarette, et ça serait supposément là où ils peuvent prendre un échantillon de la moelle osseuse ou de l'os, parce qu'il n'y a pas de muscle ici. J'apprends ça sur Internet, coudonc. Ah ben, coudonc. OK, on accumule des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Je commence à diffuser sur Internet, puis je décide de prendre mon livre, puis je me dis, moi, je gagne bien ma vie comme professeur. Il faut dire aussi que j'ai mis de côté ma carrière de peintre parce que c'est très dur, le milieu de la peinture, et que ça n'aboutissait pas tellement. Et à l'âge de 50 ans, donc il y a à peu près 14 ans, on a commencé à me demander de donner des conférences sur l'art, l'histoire de l'art, et on a commencé à me demander de donner des cours pratiques. Donc, j'ai commencé à donner des cours pratiques de peinture, puis très, très rapidement, en 2-3 ans, je me suis retrouvé avec 4 jours d'enseignement par semaine, 80 élèves à peu près, dans les centres communautaires à Montréal. Donc, j'ai enseigné dans à peu près 4-5 centres communautaires à Montréal. Donc, ça a un petit peu détourné encore là mes recherches. Mais entre-temps, j'ai commencé à diffuser sur Internet. J'ai dit, tiens, mon livre, pour moi, mon livre, j'ai pas écrit ça pour rien. Je m'en fous de faire de l'argent avec ça. Je vais le diffuser sur Internet. Je vais l'envoyer sur Internet gratuitement. Tout le monde peut télécharger, autant en français qu'en anglais. À ce moment-là, j'ai fait un petit vidéo sur YouTube pour annoncer le livre. Puis, allez, voici le lien. Vous le téléchargez, il s'ouvre devant vous et vous pouvez le lire, autant en français qu'en anglais. Et là, j'ai commencé à parler sur des forums, à raconter mon histoire sur des forums. Des gens étaient intéressés, d'autres m'ont blasté, d'autres m'ont... c'est dur, les forums sur Internet. Et voilà. Et il y a un an, il faut dire que ça fait 8 ans que j'ai l'Internet. J'ai 63 ans. Alors, j'apprends vite, là, mais il y a des limites. Comme là, participer à des forums, je suis capable, mais quand j'ai commencé, là, les gens me posaient 20 questions et moi, je réponds à la question. T'imagines? La personne pose une question en 3 mots, puis moi, je dois répondre 40 lignes pour la répondre, lettre par lettre. Alors, je disais aux gens, écoutez, là, arrêtez de me poser des questions. OK. Puis j'étais bombardé de questions. Mais l'automne passé, j'ai décidé de mettre aussi sur Internet des réponses que j'avais données sur certains forums, puis des réponses intéressantes, et j'ai commencé à les mettre sur mon... Puis là, j'ai découvert Facebook, j'ai parti mon Facebook, et j'ai commencé à mettre mes textes sur Facebook, et là, c'est là, j'ai commencé à recevoir des réponses. OK, on répond aux questions. Et là, ce qui se passe comme nouveau phénomène, là, je vais tout dire. Je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais je vais vous le dire. Même sur Internet, je ne l'ai pas dit encore. Je découvre qu'à Montréal, il y a des rencontres de gens qui s'intéressent aux ovnis, à toute l'ufologie, et je découvre qu'il y a des soupers ufologiques donnés par une association qui s'appelle l'AQ, Association québécoise ufologique, et qui font des soupers une fois par mois. On mange dans un restaurant, et après ça, il y a des comptes rendus, des témoignages du mois sur les apparitions d'ovnis, tout ça. Alors, je vais souper là, très intéressant, et je découvre qu'il y a un hypnothérapeute qui est là, qui s'intéresse surtout au phénomène des personnes enlevées.
et qu'il les met sous hypnose. Oh, j'ai dit ouais. Mais il n'y a pas de hasard. Alors, je le contacte à l'automne passé. Il faut dire aussi que l'été précédent, moi, l'été, je fais beaucoup de camping sauvage. Je pars et je vais camper en pleine forêt, sur le bord d'une rivière, et je vais tout seul en pleine forêt. Et l'été auparavant, donc l'été passé, j'étais campé dans un endroit très, très retiré. Et pendant 1 heure de temps, j'avais exprimé ce que je ressentais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans ma vie, mais vous m'obsédez depuis mon enfance. Je veux savoir la vérité. Vous venez me rencontrer, puis vous venez m'expliquer qui je suis, puis qui je suis pour vous autres. Je veux savoir. Ça n'a pas de sens. J'ai 62 ans et vous êtes l'obsession de ma vie. Et ça a pris 1 heure de temps. En pleine nuit, en regardant les étoiles, j'ai posé toutes ces questions. J'ai exprimé vraiment ce que je ressentais. J'en ai pas parlé encore, mais dans ma vie, par 2 fois, j'ai vu une soucoupe volante. Très loin, là, qui a passé. Mais pour moi, c'est tellement... Il n'y a rien là. J'ai jamais eu l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Alors, à l'automne, où que je suis allé camper en forêt, quand j'ai rencontré Pierre Caron, qui est l'hypnothérapeute qui fréquente et qui est associé à l'AQ, je l'ai appelé, je vais le voir, on organise une première séance. Le problème, moi j'habite Montréal, j'ai pas d'auto, il habite Saint-Jérôme. Mais j'ai une petite moto, une mobilette, 40 km/h, puis il faut pas qu'il y ait des montagnes. Alors, je vais chez lui, on fait une première séance, mais la première séance, c'est simplement pour tester si je suis un bon candidat pour l'hypnose. Bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le vérifier, je le connaissais. Bon. Et la semaine suivante, on doit faire une première séance. Et je me rends avec ma petite moto, 3 heures de moto pour me rendre à Saint-Jérôme. J'arrive devant une porte barrée. J'apprends par sa femme que la cliente qui avait passé avant moi a eu une très mauvaise réaction, puis il est obligé de la reconduire à l'urgence, à l'hôpital. Donc, mon rendez-vous était annulé. Et là, je retournais chez moi, 3 heures de petite moto, à me dire, pourquoi que ça a été annulé? Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas que je sache? Je retourne chez moi, là, l'automne était trop avancé, je ne pouvais plus y retourner en moto. J'ai dit, laissons faire, laissons faire. Je m'en vais dans le sud, je vais passer l'hiver dans le sud. En général, je passe 6 semaines dans le sud, sauf cette année, mais en général, 6 semaines dans le sud. Et en revenant du sud, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'embarque dans l'avion, et à cause du changement de pression dans l'avion, je me mets à couler du nez. Là, ça coulait constamment. Je mettais des cliniques, ça coulait. Et quand je prenais une grande respiration, l'air rentrait, puis je sentais un élément froid très, très loin dans ma cavité nasale. Comme si l'air touchait un morceau de métal froid. Et c'était pas comme quand on respire dehors, l'air froid, puis ça envahit toute la cavité nasale. Non, j'étais dans un avion, puis je partais de la République dominicaine, donc l'air n'était pas très froid. Et quand je prenais une respiration, je sentais un élément froid très haut dans ma cavité nasale. Alors, je reviens de voyage, puis en revenant, je me dis, OK, il faut que je cherche la vérité. Et dans un souper de l'AQ, je parle à quelqu'un, puis cette personne-là me dit, as-tu entendu parler de la DMT, l'ayahuasca? Non. C'est une plante, une drogue qui permet d'avoir des visions, et beaucoup disent qu'ils ont des contacts avec des entités parfois extraterrestres. OK, je fais la recherche sur Internet, je prends toute l'information, OK, je fais venir les plantes des États-Unis, je reçois ça chez moi. Alors j'ai dit, vous ne voulez pas me dire la vérité? Je vais finir par la savoir et je suis prête à tout. Alors je prépare la concoction par moi-même, d'après la recette que je trouve sur Internet. Je prends ça. Oh, une première fois, j'en prends. Rien. Pas de phénomène. Alors, je récidive le week-end suivant. La semaine, j'enseignais, donc je devais faire ça les week-ends. Alors, je récidive le week-end suivant. Et là, je prends une forte dose. Et là, je suis malade. Mal de cœur, des diarrhées, mal de cœur, des diarrhées. Puis moi, bon, j'ai mal au cœur dans une auto, normalement, mais quand je m'étends, ça arrête. Là, je m'étends sur mon lit, ça n'arrêtait pas. Mal de cœur, ça a duré 3-4 heures la nuit. Ah, j'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens.
Puis pas une vision, pas une moindre vision. Et j'ai dit, alors et quelques semaines après, je rappelle Pierre Caron. J'ai dit, maintenant, on est au mois d'avril à peu près. J'ai dit, je suis prêt, avril-mai, je suis prête à une nouvelle séance. Et là, je m'en vais à une première séance. Et là, ça débloque. La première séance, je ne dis pas grand-chose. Je fais juste raconter que je suis sur une table métallique qui avance dans un corridor, mais il n'y a pas de patte en dessous. Elle est comme en lévitation. Et on me transporte dans un corridor et on m'amène dans une pièce pour m'opérer. Je dis simplement qu'ils veulent me mettre quelque chose dans ma tête. Moi, je suis un peu inquiet parce qu'ils ne m'ont pas tout expliqué ce qu'ils veulent faire. Mais à côté de moi, j'ai un ami, supposément c'est un ami qui me dit « Non, 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 ça va être quelques secondes, quelques minutes, puis ça ne fait pas grave. » C'est ce que je raconte dans la première rencontre. Et là, je suis conscient que là, il commence à me dire la vérité. Parce que j'ai mis, à cause de la drogue, vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer. À la deuxième séance, la première est très courte, 20 minutes, 15-20 minutes, c'est tout. À la deuxième séance, là, ça va très loin. Et là, ça part. Première, je raconte, depuis quand tu les côtoies? J'ai dit, je les ai côtoyés depuis toujours. Les premiers souvenirs que j'ai, je suis bébé, je suis dans mon berceau, et il y a des êtres au-dessus de moi qui me regardent. C'est pas mes parents, ils sont inquiétants un peu, et j'ai de l'inquiétude. Mais ils ne me touchent pas, je m'habitue à les voir, mais ils viennent me voir régulièrement et ils me font peur. Alors, le Pierre Caron me demande, mais depuis quand tu les as vraiment côtoyés? Depuis quand qu'ils m'ont amené? Oui, c'est ça. Mais la première fois qu'ils m'ont amené, j'ai 4 ans. Et là, il faut j'ai mis ça dans un texte, en PDF, mais il faut écouter la cassette pour entendre un enfant de 4 ans qui raconte qu'est-ce que c'est. Étrangement, l'enfant n'a pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. C'est un petit être qui vient me chercher. Il ressemble presque à un être humain. Il a simplement une tête un peu plus grosse, pas de cheveux. Il vient me chercher, il me prend par la main, puis il dit il m'amène pour aller jouer avec lui. Ben, moi j'ai 4 ans. Moi jouer, j'aime ça jouer. C'est bien plus fun qu'aller à l'école. Alors je vais jouer avec eux autres. Et ce que je raconte, c'est que les êtres, il y a des êtres adultes, plus grands autour de nous, qui nous regardent. Et moi, je joue avec cet enfant-là. Je dis que c'est un enfant parce qu'il est la même grandeur que moi. Parce que j'ai 4 ans. Quelqu'un qui est grand comme moi, ben, il a à peu près le même âge que moi. C'est normal. Mais je raconte très rapidement que ces enfants-là, pas ces enfants-là, mais ces adultes-là qui nous regardent, j'ai l'impression qu'ils étudient si je suis intelligent. Parce que les jeux qu'ils me font faire, c'est des jeux pour voir si je suis rapide à associer des images ensemble ou associer des blocs avec des formes. Ben, j'ai dit, moi, j'aime bien ça, jouer, mais j'ai rien à prouver. Hein? Pourquoi que je prouverais que je suis intelligent ou vite d'esprit? Moi, j'aime ça jouer, mais si les jeux, c'est juste pour savoir si je suis intelligent. T'sais. Puis je dis, premièrement, il n'y a pas d'autres enfants. Ben, comme il n'y a pas d'autres enfants, comment savoir si je suis intelligent si on ne peut pas me comparer avec un autre? Regardez, je suis plus vite que lui, mais il n'y en a pas d'autres. Alors, à un moment donné, je me table. Mais ce que je raconte est très étrange, parce que ça ne va pas avec ma peur viscérale, quand j'étais jeune, d'aller me coucher. Pourquoi, quand j'allais me coucher, j'avais une peur viscérale d'aller me coucher, et pourtant, quand on m'enlève, je n'ai pas peur. Est-ce que je suis dans un état second? Est-ce qu'il anesthésie mes émotions? Peut-être. Mais quand je vais avec eux, du moins quand je suis très jeune, à 4, 5, 6 ans, je n'ai pas de crainte. À ce moment-là, je ne sais pas trop qui m'enlève. Je vais le savoir plus tard. Et à partir de ça, je raconte toujours sous hypnose qu'à l'âge de 12 ans, comme tout adolescent, j'ai eu ma période de révolte. Parce que j'ai commencé à dire, là, écoutez, parce que sous hypnose, toujours, je dis sous hypnose, je raconte que depuis l'âge de 4 ans, il m'enlève à tous les 2 mois. Ça, c'est un choc pour moi. J'ai dit, bon, qui viennent me chercher une fois de temps en temps, je comprends, mais à tous les 2 mois. Je n'ai pas eu la réponse pourquoi, mais je me suis douté, il y a quelque chose qu'ils font en moi, qu'ils ont besoin de me réénergiser ou de vérifier ma santé
ou quoi que ce soit, mais je serai enlevé tous les 2 mois. Et ce que j'ai dit sous hypnose, j'ai dit, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que je retienne rien de ces enlèvements-là. Parce que quelqu'un qui est enlevé aussi souvent pourrait être facilement traumatisé, il ne pourrait pas fonctionner dans la société s'il aurait des brides de mémoire de ces enlèvements-là. Bon, c'est ça. Et vers l'âge de 12-13 ans, j'ai eu ma révolte d'adolescent. Je leur ai dit à un moment donné, allez donc voir le voisin, il doit être aussi intéressant que moi, le voisin. Pourquoi moi? Pourquoi? Et lentement, je vais apprendre, et c'est là qu'est tout raconté sous hypnose. OK, parenthèse. 2 ans auparavant, j'avais lu sur Internet qu'un docteur italien, Malanga, avait fait beaucoup d'expériences, avait mis sous hypnose plusieurs patients de personnes enlevées, et il avait découvert que ces personnes-là avaient à l'intérieur d'eux des entités qui avaient été mises dans leur cerveau. D'après Malanga, c'est que ces entités-là, c'était des entités extraterrestres qui, ça je le sais depuis longtemps, depuis 2003, que beaucoup de races extraterrestres n'ont pas la faculté de se prolonger individuellement. Quand une entité extraterrestre, il y a certaines entités extraterrestres, quand ils meurent, ils retournent à l'esprit groupe à laquelle ils appartiennent, un peu comme les animaux. Quand un animal meurt, son bagage d'expérience retourne à l'esprit groupe de l'animal et il partage son expérience, son expérience se répand dans l'esprit groupe. Et nous, on a développé la faculté, nous, ceux qui nous ont créés avec la faculté de nous prolonger individuellement. Donc, quand on meurt, on continue à avoir notre individualité et on peut se réincarner en gardant notre individualité. Alors, comme certains extraterrestres ne peuvent pas se prolonger individuellement, ils ont trouvé le truc qu'en mettant la mémoire d'une entité extraterrestre dans la mémoire d'un humain, tout en ne gardant pas de contact entre les deux, alors cette mémoire-là peut perdurer le temps de la vie d'une personne, et quand la personne décède, quelques semaines ou mois avant, ils enlèvent l'entité de la personne et la remettent dans un autre cerveau. Ils ne font pas ça pour tous les extraterrestres, mais ils le font pour certains extraterrestres, donc qui considèrent que leur bagage d'expérience mérite d'être conservé. C'est un peu drôle la comparaison que je vais faire, mais c'est une mémoire comme livresque, dans un livre. Comme on ne veut pas perdre la mémoire de quelqu'un qui est très riche et on la prolonge à travers des êtres humains. C'est ce que Malanga a découvert avec ses patients sous hypnose, mais lui, il en a fait une image très, très négative. Pour lui, ce sont des parasites à la Alien qui rentrent dans les cerveaux des gens et qui parasitent les pauvres êtres humains qui deviennent des victimes. Et pour lui, il n'y a pas de nuance. C'est vraiment... Et pour lui, d'ailleurs, tous les extraterrestres sont des êtres mauvais qui ne cherchent qu'à nous exploiter, nous vampiriser, nous coloniser et nous manger, possiblement. OK. Il y a des histoires à l'Afrique des extraterrestres qui mangent des êtres humains, oui. Les Dogons, par exemple. Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup de... Ce que moi, j'ai raconté sous hypnose, c'est que oui, c'est vrai, Naja n'est pas mon moi supérieur, n'est pas un souvenir d'une vie passée, ou même la somme de toutes mes vies. Il est une entité extraterrestre qui a été intégrée dans mon cerveau à l'âge de 25 ans, quand j'étais aux 27 ans, quand j'étais aux îles Açores. Alors, quand ils ont pris quelque chose en moi, puis qu'ils me l'ont ramené, et que tout d'un coup, j'ai vu toutes des vies antérieures, j'ai vu d'autres planètes, d'autres mondes, c'était Naja qui venait de débloquer en moi. Il y a une autre chose quand même aussi qu'il faut que je dise. J'ai déclaré sous hypnose, toujours sous hypnose, que quand j'avais 15-16 ans, je savais qu'il voulait intégrer une entité en moi. Mais à ce moment-là, je me suis un peu révolté, puis j'ai dit, oui, j'ai pas le choix, de toute façon, même si je donne mon accord, j'ai pas le choix. Eux autres, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient eu mon accord avant que je vienne au monde. C'est une entente qui a été faite bien avant que je vienne au monde, une entente que je serais le porteur de cette entité-là. Mais moi, à 16 ans, j'ai dit, OK, d'accord, je veux bien avoir un colocataire. Mais je veux que cette colocation-là me rapporte à moi aussi.
Dans les autres personnes, vous faites en sorte que les deux sont séparés. Nous, on utilise peut-être 5 à 10 de notre cerveau et ça sert de l'autre partie du cerveau pour emmagasiner une entité extraterrestre. Et il n'y a pas de contact entre les deux. Donc, la personne peut fonctionner très normalement sans savoir qu'elle est porteur d'une entité extraterrestre. Moi, j'ai dit non, non. Je veux que vous mettiez des contacts entre moi et lui pour que ça me sert aussi à moi aussi. Si c'est une entité qui a tant de milliers d'années de vécu, qui a vécu des expériences enrichissantes, je veux que ça me profite à moi aussi. Que je ne sois pas qu'un seul porteur qui ne récolte rien de cette expérience-là. Et ils ont été d'accord. Mais d'accord, je les ai peut-être forcés un peu. J'aurais dit, si vous m'avez choisi, c'est parce que j'ai un cerveau très rapide, très performant, mais je suis tellement performant que si vous ne faites pas le contact avec cette entité-là, je peux mettre des bâtons dans vos roues. Je peux vous empêcher que ça fonctionne correctement. Alors, si vous mettez-les cette entité-là en moi, de toute façon, je n'ai pas le choix, mais vous allez établir des contacts entre moi et lui pour qu'il y ait un échange. Un colocataire, mais je veux qu'il paye un loyer et ça va être avec des connaissances. Et c'est pour ça qu'à partir de l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir encore plus d'informations sur des notions de l'univers, comment fonctionne l'univers, qu'est-ce que les extraterrestres croient en tant que... Comment fonctionne l'univers, c'est qui Dieu, c'est quoi la vie, c'est quoi l'importance de la vie. Ça, j'ai tout reçu ça en information grâce à ce contact avec Naja. Alors, est-ce qu'on peut voir un côté que négatif de cette expérience-là? Non. On peut voir aussi un côté positif. Je vais plus loin aussi sous hypnose, parce que sous hypnose, Naja va parler à un moment donné, il va raconter son histoire. Il va raconter d'où il vient, puis il explique bien qu'est-ce qu'il fait dans ma tête. Pour ceux qui se posent des questions, comment ça se fait le transfert, il l'explique. Pas en détail, mais il l'explique. Puis il explique le positif et le négatif. Puis il explique, jusqu'à un certain point, le respect qu'il peut avoir en moi et à moi. Le fait qu'il me respecte en tant que je le transporte. Et à partir de ça, j'ai appris aussi que s'il m'enlève tous les 2 mois, c'est parce qu'il tient à tout prix que je reste en santé. Parce que comme je suis porteur d'une de leurs entités, ceux qui m'ont mis ça dans la tête, c'est un peuple qui considère que cette entité-là est une entité de haut niveau, d'un très haut niveau d'évolution, et ils ne veulent pas perdre la mémoire de cette entité-là. Alors, ils font tout pour que je reste en santé. Donc, tous les 2 mois, d'après ce que j'ai dit sous hypnose, ils m'enlèvent, et ce qui fait qu'ils me passent dans certaines machines qui examine tout mon corps, qui voit si j'ai des problèmes, des faiblesses, et qui guérit tout. Ce qui fait qu'à 63 ans, pas de lunettes, j'ai tous mes cheveux, j'ai toutes mes dents, j'ai des cheveux gris, mais ça n'est qui ne touchent pas à l'enveloppe extérieure, que j'aimerais des fois qu'ils touchent un peu, mais c'est pas grave, mais qui entretiennent à l'intérieur une santé globale, tout le temps. Alors, je ne vais pas me préoccuper de ma santé à aucun moment donné, malgré qu'ils m'ont donné des trucs pour me guérir moi-même, si parfois j'ai des faiblesses ou des autres. Et la conclusion de ces 5 séances d'hypnose, qui ont été faites en raison de 1 par semaine, pendant donc un mois et demi à peu près, prochaine étape, ils m'ont laissé entendre qu'ils aimeraient que mon corps soit assez performant pour le prolonger le plus longtemps possible. Moi, je sais que je vais vivre jusqu'à peu près l'âge de 80... Je pourrais dire la journée que je vais mourir, mais je devais vivre jusqu'à peu près 95, 97 ans. Mais eux cherchent à faire en sorte que mon corps puisse prolonger plus. Et je termine là-dessus, ce volet-là, et peut-être s'il peut l'amener avec eux autres. Donc, le rendre mon corps assez performant et assez élevé à niveau vibratoire pour qu'il puisse devenir une résidence presque permanente pour cette entité-là. Mais j'en dis pas plus parce qu'on tombe dans les hypothèses qui s'en viennent. Mais je continue à faire de la recherche dans tout ce domaine-là et je n'ai pas dit mon dernier mot dans toute cette recherche, puis je veux comprendre plus loin. Et mon prochain but, c'est des rencontres directes conscientes. Maintenant qu'à 63 ans. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont permis, pendant ces 5 séances d'hypnose-là, de savoir beaucoup de choses sur mon histoire. Et ça, c'est parce qu'encore là, je les ai menacés. Et mon expérience du DMT, de l'ayahuasca,
c'est que j'ai mis en péril la santé de mon corps. Et ça, ils n'ont pas aimé ça. Tu comprends? Parce qu'ils ne veulent pas que l'entité qui est en moi subisse le moindre péril. Et c'est comme si je les avais, grâce à ça, je les ai forcés en disant, OK, voyez-vous jusqu'où je peux aller? Alors vous allez me répondre. Et les 5 séances ont eu lieu parce qu'ils savaient que je pouvais aller très loin pour pouvoir savoir la vérité. Et même menacer ma santé qu'eux autres ne veulent pas. Bon, c'est une partie de l'histoire, mais j'ai vécu beaucoup d'autres expériences. Juste pour dire, parce que c'est une des dernières que j'ai vécues qui rentre vraiment dans le bizarre. En tant que professeur de peinture, j'enseignais dans un centre communautaire et à la fin de l'année, vers le mois d'avril-mai, on fait toujours une exposition des élèves. À cette époque-là, j'avais peut-être une 40-50 élèves dans ce centre-là, mais j'avais des problèmes dans ce centre-là avec l'administration qui voulait me mettre des bâtons dans les roues de comment je devais organiser mon exposition. Et j'avais des problèmes avec les autres professeurs qui enseignaient aussi, des professeurs de peinture qui enseignaient là. J'ai une personnalité qui, des fois, dérange. Alors, j'ai eu une journée, donc le jeudi, on commence à préparer le montage de l'exposition. J'ai des conflits avec l'organisme, des conflits avec les autres professeurs. Je rentre chez moi et je passe une nuit blanche à me tracasser. Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et moi, je dors très bien. Comme bien des hommes, quand je me couche, je dors 5 minutes après. Et là, je passe une nuit blanche. Donc, vraiment, puis je n'ai jamais vécu ça de ma vie, une nuit blanche. Le lendemain, j'ai ma petite moto, je m'en retourne travailler. Et là, c'est une journée complète. Accrochage, toute la journée, parler à 5 heures, c'est le buffet, à 6 heures, c'est le public. On parle aux gens, on rencontre les journalistes, ça finit à 9h30, 10h le soir, ça se termine, et le lendemain, ça va réouvrir à 9h, le lendemain matin. Là, je suis exténué, 2 journées de travail, une nuit blanche. Là, je viens pour partir avec ma petite moto, il pleut, pas beaucoup, mais il vente très, très fort. J'ai dit, Colin, on prend-tu l'autobus, on laisse la moto là, puis je la reprendrai le lendemain. Oh, j'aime tellement ça conduire ma petite moto. J'ai dit, je retourne en moto. Et là, je pars. C'était à Montréal, complètement dans l'Est, à Pointe-aux-Trembles, et j'habite le centre-ville. À peu près 3/4 d'heure, 1 heure de route. Je pars, je roule pendant à peu près 10 minutes, et après 10 minutes, je m'endors au volant de ma moto, et je rentre chez moi endormi. Voici mes souvenirs. Donc, je me rappelle l'endroit où je me suis endormi, parce que je me rappelle de voir les maisons autour, et tout d'un coup, blackout. Qu'est-ce que je me souviens? Et ça, je vais vous dire exactement de quoi je me souviens. Je me souviens d'avoir évité de justesse de foncer sur une auto qui était arrêtée sur le côté. Premier flash, j'évite l'auto à la dernière seconde. Deuxième flash, je suis à 4 pattes par terre, je ramasse des morceaux de plastique d'une lumière rouge derrière d'une auto. Je les mets sur le dessus en disant, je ne peux pas en parler au propriétaire. J'entends 2 enfants qui passent dans la rue, de l'autre côté de la rue, et qui rient. Je me dis, ils sont en train de rire de moi, je suis à terre. Autre flash, je roule, je ne sens pas ni mon auto, ni ma moto, ni le guidon, je ne suis qu'une conscience, et je me dis, mais Colin, t'es où, là? Et tu t'en vas où? Peut-être si je regarde le nom des rues, je vais peut-être savoir où je m'en vais. Je regarde et je vois le nom d'une rue, Notre-Dame. Ah, c'est la bonne rue. Blackout. Je suis dans un dépanneur et je demande au caissier du dépanneur, mais c'est où je suis? À quel endroit je suis rendu? Blackout. Je me dis dans ma tête, Colin, tu dois t'en retourner chez toi. Tu t'en retournes chez toi. Tu sais où tu habites. Blackout. Dernier flash, je regarde le nom de la rue, Sainte-Catherine. Chaque fois, je n'ai pas de corps. Je ne tiens pas ma moto. Je suis une conscience qui regarde le nom d'une rue. Blackout. Je me souviens d'entendre un bruit comme mon metteur de vitesse. Il est désaxé, il bouge, il fait un bruit. Clic, clic, clic. Dernier flash, j'arrive chez moi, je reconnais l'entrée de ma maison, de mon appartement. Là, une voix me dit, Colin, tu dois ouvrir la porte d'un porte-cochère avec ta clé.
tu dois aller porter ta moto dans ton locker, ton abri, débarre la porte, rentre-la, replace ton metteur qui est déplacé. Tu dois rebarrer toutes les portes. Tu rentres chez toi, tu dois monter 3 étages. J'arrive en haut, dans une espèce de brume, et là, toujours Colin, déshabille-toi et va te coucher. Je me déshabille, oups, je sens que j'ai du sang sur mon genou gauche. Je prends une serviette, j'enlève le sang et je vais me coucher. Point. C'est tout ce que je me souviens entre une demi-heure et 3/4 d'heure de route. Aucun souvenir d'avoir réenfourché ma moto quand je suis tombé. Jamais je me rappelle de m'être arrêté dans un dépanneur. Je ne me souviens pas de m'être arrêté à une lumière rouge. J'ai dû rencontrer des lumières rouges. Aucun souvenir. Et ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ce n'est que récemment que je lisais des personnes qui sont supposément très protégées par des extraterrestres qui ont eu leur vie sauvée par des événements étranges comme ça. Ça veut dire que la personne a un accident et tout d'un coup, il y a un être extraterrestre qui apparaît à côté et qui soigne la personne avant que les ambulances arrivent. Moi, et sous hypnose, ce que j'ai raconté cet été sous hypnose, c'est ce que j'ai raconté. Ils m'ont enlevé à ce moment-là, puis ils m'ont passé un petit sermon. Ils m'ont dit, écoute, on veut bien te protéger, mais là, tu as pris des risques. Et d'après ce que j'ai dit sous hypnose, ça aurait duré 4 heures. Donc, il y aurait un missing time. Moi, mon cheminement qui prend 3/4 d'heure, 1 heure, ça aurait été 4 heures. Mais quand je suis rentré chez moi, je suis allé me coucher directement et je me suis réveillé le lendemain matin. Puis au lieu de paniquer, je me suis réveillé le lendemain matin en pleine forme, en me disant, My God, Colin, t'as roulé pendant 3/4 d'heure de temps, endormi. Wow, t'es bon. Tu sais, je me disais, j'ai un mental, j'ai une conscience très forte. Mais à ce moment-là, je ne me posais pas la question si j'avais été aidé par en arrière, par eux autres. Et sous hypnose, c'est ce que j'ai raconté. Mais c'est vrai qu'ils m'ont chicané. Bon, j'aurais dit, ben c'est ça, c'est pas mon corps que vous protégez, c'est l'entité qui est là. Mais c'est quand même gentil de m'avoir sauvé la vie. Mais c'est assez étrange. Comme je dis, les souvenirs dont je vous ai racontés, c'est vraiment que des petits flashs sur 3/4 d'heure de route. Et comme je dis, quand j'ai eu l'accident, j'ai aucun souvenir d'être tombé. J'ai aucun souvenir d'avoir repris ma moto. Puis les mobylettes, ça part pas facilement. Je me rappelle même pas de l'avoir reparti, puis d'être reparti sur la route. C'est vraiment que 7-8 petits flashs qui m'est resté comme souvenir de l'expérience. Et jamais j'ai senti que j'étais dans mon corps. Je me sentais comme une conscience entourée d'une petite brume. Mais jamais j'ai senti mes mains, mes pieds, mon corps. Je n'avais pas de corps. Même quand je roulais sur la moto, quand j'ai eu des flashs de la moto, j'avais pas des flashs d'être sur ma moto, j'avais des flashs simplement que je roulais. Point. Alors bon, c'était une autre de mes aventures un peu étranges sur mon histoire. Fantastique. C'est excellent. Merci beaucoup pour être avec nous. OK. Sur Latitude 45. On est très heureux. Mais merci. De parler avec vous. C'est une grosse expérience. On peut parler une autre fois de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions. Oui. Mais c'est trop long pour parler de ça. Combien de temps qu'on a choisi à peu près, c'est pas indiscret? À peu près 2 heures. Oh, déjà, à peu près 2 heures. Ah, c'est très bon. C'est fantastique. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez me réinviter, je suis assez, comme professeur, je suis assez verbomoteur. Donc, si vous voulez qu'on traite de toutes sortes de sujets, je serais bien content de revenir. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ah.